mes chers amis, eh bien, quel plaisir d'être là ce soir, quel plaisir d'avoir pu présenter à la presse ces 23 têtes de liste inouïes, inouïes. Parce que tout de même, 0 liste en 2008. 0. Et en l'espace de... Oui, on est ligne. 0, enfin je crois, hein. D'après ce que me disent mes fiches, 0 liste dans les Yvelines en 2008. Et 23 têtes de liste en train de se battre aujourd'hui pour constituer des listes dont un certain nombre qui sont bouclées. Je crois qu'on peut vraiment être fiers de nous-mêmes. Et moi, je tire mon chapeau, mais vraiment bas, à tous ces candidats et à tous ces colistiers qui s'engagent dans une des élections les plus difficiles qui soient. Car, soyez bien conscients, moi qui en ai fait quand même un certain nombre, eh bien, l'élection municipale, c'est l'élection la plus difficile. Physiquement, intellectuellement, parce qu'il faut connaître tous les dossiers de sa ville, il faut marcher, il faut aller faire du porte-à-porte, il faut tracter. C'est très très difficile. Et ne vous réjouissez pas en pensant que bientôt vont arriver les élections, car être conseiller municipal, c'est aussi très difficile. Voilà. Mais c'est une formation extraordinaire. Et nous sommes en train aujourd'hui de former les députés de demain, les conseillers régionaux de demain, les conseillers généraux de demain. C'est cela l'ambition qui est la nôtre. Parce que quand on a été conseiller municipal d'opposition, croyez-moi, on peut tout être. Et c'est beaucoup plus facile d'être député que d'être conseiller municipal d'opposition, contrairement à ce qu'on peut penser. D'abord parce que quand on est député, on a 2 ou 3 assistants qui vous mâchent le boulot, ce qui n'est pas le cas quand on est conseiller municipal. Voilà. Il faut travailler ses dossiers, et quand on est dans l'opposition, eh bien c'est difficile, compliqué. Mais c'est une formation que personne ne peut délivrer de manière plus efficace que de se lancer dans le bain. On apprend tout du travail parlementaire, car c'est un petit parlement, le conseil municipal. Et vous serez les uns et les autres sollicités par vos concitoyens, par les habitants de vos villes qui viendront vous soumettre leurs préoccupations. Et ça aussi, c'est une charge psychologique difficile, tant il y a de détresse dans notre pays aujourd'hui. Car ça n'est plus de l'inquiétude, ça n'est plus même de l'angoisse, c'est de la détresse que l'on croise au quotidien, de la détresse dans les familles, de la détresse dans ceux qui ont la chance de travailler mais ne savent pas encore pour combien de temps, de la détresse de la part de gens qui atteignent 50 ans et qui se disent mais dans ce monde, dans cette jungle qui est devenue notre société, est-ce qu'on ne va pas me jeter demain en me disant que je suis trop vieux, me laissant ainsi à un chômage pour le moins, là, pour le coup on ne discute plus de la retraite à 60. Hein. Si on écoute le nombre de gens qui sont au chômage aujourd'hui à compter de 50 ou de 55 ans et qui n'arrêtent plus à faire du boulot, on s'aperçoit que, hélas, la retraite d'office, elle est parfois comment dire, imposée bien avant le fameux âge légal dont on parle tant. La détresse des familles qui n'arrivent plus à boucler leur budget, du pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser, de cette insécurité aussi, qui touche plus seulement les villes aujourd'hui, qui touche les campagnes, qui touche les villages, qui touche les milieux ruraux, où sous l'impulsion, il faut bien le dire, d'un certain nombre de mafias venus de pays étrangers, eh bien, y compris les agriculteurs, sont en but tous les jours à du matériel agricole qui est volé, à des récoltes qui sont volées, et même à des troupeaux qui sont dépecés sur place. Voilà. Voilà ce qu'est devenu notre société après, et notre pays, après 30 ans de direction UMPS. 30 ans de direction UMPS. Et un pays qui était un des plus riches du monde, dans tous les domaines d'ailleurs, et qui aujourd'hui est un pays en voie de sous-développement. Je vous le dis vraiment comme je le pense, un pays en voie de sous-développement, avec des réflexes de pays sous-développés, avec une économie qui est en train de se transformer en économie de pays sous-développés, avec la généralisation de la précarité. Imaginez quand même, et souvenez-vous que l'année dernière, sur toutes les embauches qui ont été faites, 80% ont été en contrat à durée déterminée. 80%. Faisant vivre tous ces gens qui ont un travail comme l'oiseau sur la branche. Car lorsque vous avez un CDD, je le rappelle souvent, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas louer un appartement, aucun propriétaire
majoritaire ne vous louera, vous ne pouvez pas faire un emprunt à la banque, ni acheter une voiture, ni encore moins acheter une maison, ni même peut-être envisager d'avoir les enfants lorsque vous êtes jeune que vous avez envie d'avoir parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait et si vous pourrez les élever dans des conditions dignes. Bon. Voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Une dette abyssale, des déficits qui sont inouïs et qui ne se résorbent pas malgré la politique d'austérité qui est menée. Un gouvernement à qui il a fallu 18 mois pour se rendre compte qu'en réalité, il menait exactement la même politique que le gouvernement qui l'avait précédé, c'est-à-dire celui de Nicolas Sarkozy. On est au bout du chemin, là, je crois. Je veux dire, on a peut-être une chance, on a peut-être une fenêtre de tir. Nous sommes dans une situation où il y a eu 15 ans de droite au pouvoir, et là, depuis 2 ans, il y a les socialistes. Donc on est capable, les Français sont capables de voir, quoi. Mettons sur les 4 dernières années, allez, 2 ans de droite, 2 ans de gauche. Aucune différence. Aucun grand choix stratégique pour notre pays qui ait été différent. Aucune grande orientation qui ait été différente. Alors vous me direz quel est le rapport avec les municipales? Un rapport direct. Parce que tous nos édiles, là, de l'UMP et du PS, est-ce que vous croyez qu'ils vont mener, demain d'ailleurs dans leur municipalité, une politique différente de celle qu'ils prônent au niveau national? Vous allez me faire croire qu'il y a des gens qui sont contre l'immigration au niveau municipal, mais pour au niveau national. Qu'ils sont contre les impôts au niveau municipal, alors qu'ils sont pour au niveau national. Évidemment que non. Évidemment que la politique qu'ils ont menée dans les municipalités, et la politique qu'ils vont mener demain, s'ils sont élus dans les municipalités, sera exactement la même que celle qu'ils prônent et qu'ils ont appliquée au niveau national. C'est-à-dire le communautarisme, l'immigration de masse, la priorité étrangère, l'augmentation massive des impôts, parce que les contribuables sont des vaches à lait sur lesquelles on peut tirer jusqu'à ce qu'ils crèvent. Hein, c'est ça la réalité de la vision qu'ils ont de la politique. Le clientélisme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique pour défendre l'intérêt supérieur, ou l'intérêt supérieur des habitants de la ville. On fait de la politique pour être réélu. Voilà. Alors pour ça, on a les copains, on a les clients, on a les associations communautaristes qui vous permettent d'essayer d'acheter tel ou tel vote de telle ou telle pseudo-communauté, etc., etc. C'est tout cela que nous voulons mettre à bas. Et cette politique, qui est la même au niveau des municipalités qu'au niveau national, il faut que nous puissions la combattre. Il faut que les habitants des villes puissent savoir ce qui se passe dans leur ville. Car bien souvent, ils ne sont pas informés. Et lorsque vous leur dites, mais vous avez vu que telle association touche tant de milliers d'euros par an? Je ne savais pas. Ben non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que la soi-disant opposition dans ces villes est une fausse opposition. Parce que quand on a dirigé un coup dans la majorité, un coup dans l'opposition pendant 30 ans ensemble, comme c'est le cas pour l'UMPS, bon, on finit par trouver des arrangements entre soi. Bon, tu dis rien là-dessus, puis moi je dis rien là-dessus. Hein. Tu me finances telle sauce dans ma ville, puis moi je te finance telle sauce dans tel quartier. C'est comme ça que ça marche. Et il n'y a que lorsque le Front National est arrivé, y compris dans l'opposition, je ne parle même pas des villes que nous allons gagner, car nous pourrons faire la preuve de nos capacités, de nos compétences, de notre loyauté, du respect de nos promesses. Mais même dans l'opposition, nous avons un rôle fondamental à jouer. Je peux vous le dire, moi j'ai été conseiller municipal d'opposition à Hénin-Beaumont. Je sais le travail que nous avons fait. Je sais que c'est grâce à nous que le maire est parti en prison. Parce que comme conseiller municipal, nous avons réussi à nous faire transmettre des documents, à vérifier tout ce qui se passait, à demander des explications sur les comptes. Et que c'est là que nous avons vu la gabegie qui était effectuée par les municipalités. Toutes. Nous ne racontons pas d'histoire. Parce que je vous bande les yeux. Vous analysez un bilan d'une municipalité, je vous fiche mon billet, que vous êtes incapable de me dire si c'est un maire PS ou un maire UMP, puisque c'est exactement la même politique. Bon, on peut faire un travail au bénéfice des habitants, qui est un travail très important, d'autant que comme ils n'ont pas l'habitude de nous voir, c'est un peu comme quand on est arrivé dans les conseils régionaux, hein. C'était à tu et à toi entre l'UMP et le PS, personne ne s'opposait à rien, personne ne réclamait rien comme information. Quand on est arrivé, ils se sont dit aïe aïe aïe, là il va commencer à falloir faire attention, il va falloir respecter la loi. Alors ça c'est de nouveau pour eux, hein. Parce que sinon les conseillers municipaux ils vont saisir le tribunal administratif. Parce qu'on ne respecte pas la loi, etc., etc. Ça a tout changé. Ça a tout changé, car dans une démocratie, le rôle de l'opposition,
est presque aussi important que le rôle de la majorité. Ça a l'air stupide à dire, mais c'est une réalité. Car l'opposition, elle contrôle, justement. L'opposition, elle évite les dérives. L'opposition, elle fait subir une pression politique sur la majorité pour l'obliger à ne pas partir dans les dérives que nous avons connues. Regardez les villes, regardez-les agir. Ils passent leur vie à aller de plateau en plateau pour nous expliquer que ils compatissent à la crise, oh là là, c'est affreux la crise économique, les gens sont malheureux. Mais ça ne les empêche pas de décréter des projets pharaoniques dans leur ville. On construit des stades avec des contenances parfois 10 fois supérieures à l'ensemble de la ville, des bibliothèques gigantesques, des centres culturels, quand ce ne sont pas des centres cultuels. Suivez mon regard. Bon. Et tout ça faisant pire. Alors je comprends mieux pourquoi ils ont supprimé la notion de bon père de famille dans le code civil. Ils ne la comprenaient pas. Donc ils ont dit on va supprimer, on ne sait pas ce que c'est. Mais nous savons ce que c'est que la gestion de bon père de famille. Et quand on gère en bon père de famille, eh bien on ne dépense pas inconsidérément l'argent des contribuables quand on est conscient de la difficulté qu'ils ont eue à le gagner et à le payer en impôts. Lorsque l'on gère en bon père de famille, on repousse les grands projets dispendieux, on les repousse parce que justement, on pense que là n'est pas la priorité et que le super grand stade, on sait que des pains et des jeux, hein, bien sûr, mais le super grand stade, on peut peut-être le repousser d'un mandat, le temps de pouvoir apporter à nos compatriotes l'aide et le soutien dont ils ont besoin dans des temps qui sont compliqués. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que les temps sont compliqués. Quand on a officiellement 5 millions de chômeurs, très probablement, et vous le savez, plus près de 7 à 8 millions de personnes qui voudraient travailler à plein temps et qui ne travaillent pas à plein temps. Sans compter que les stagiaires, on les met de côté, ceux qui sont en pré-retraite, on ne les compte pas, que les mères de famille qui essayent de retrouver un emploi, mais qui se disent c'est même pas la peine que j'aille m'inscrire, parce que quand il y a 5 millions de chômeurs officiels, il est évident que comme j'ai un trou dans mon CV de 5 ou 6 ans, je vais être la dernière qu'on va appeler, etc., etc. Il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un Français sur 3 qui ne se soigne pas correctement. Un nombre inouï de personnes âgées qui sont en train de basculer dans la précarité et dans la pauvreté. Jamais autant de nos compatriotes sont allés à chercher dans les restaurants du cœur et autres associations humanitaires de quoi subvenir à leurs besoins. Voilà le résultat de 30 années de politique UMPS. Vous croyez que ça les appelait à la modestie? Mais non, monsieur. On donne des cours. Comme j'ai dit à M. Moscovici, des cours de chômage, des cours de déficit, des cours de dette. Et puis là, ils savent que de toute façon, ils n'ont pas les solutions pour régler les problèmes économiques et sociaux, qu'il faut bien qu'ils justifient leur présence quand même, hein, qu'ils n'ont plus la main sur l'économie. Ben non, c'est l'Union européenne. Ils n'ont plus la main sur le budget, c'est l'Union européenne. Ils n'ont plus la main sur la petite immigration, bah non, c'est l'Union européenne. Ils n'ont plus la main d'ailleurs sur la loi, puisque 80% des lois, en réalité, ne sont que l'enregistrement des directives européennes qui sont imposées à notre pays. Donc il faut bien trouver quelque chose pour faire croire qu'on existe. Ah, les sujets sociétaux. Tiens, on va les tripatouiller là-dedans. Comme ça, on va bien montrer qu'on fait des choses. Bien. Bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. On avait terminé l'année avec le mariage, on a démarré avec le divorce. et maintenant, c'est dans les écoles hein, qui viennent essayer de faire de l'idéologie, parce qu'ils n'arrivent plus à en faire avec les adultes. Quand on est à 19% de taux de confiance pour le président de la République, dont 3% qui ont beaucoup confiance. Hein. Les autres, ils ont moyennement confiance. À ce moment-là, on détourne les adultes. On va essayer de convaincre les enfants. Puis comme les enfants
enfants, c'est à l'âge de raison, hein. Donc on descend en dessous de 7 ans. Parce que comme ça, on se dit qu'on a un petit peu plus de chance. C'est dramatique, on le dit en souriant. C'est dramatique, c'est la multiplication de ce qu'on a appelé au Front National depuis longtemps les attouchements pédagogiques. C'est une catastrophe, mais ça démontre surtout qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale. Voilà. Ils touchent à des choses sans même mesurer les conséquences des choses auxquelles ils touchent. Ils touchent au mariage, pour une grande partie d'entre eux, sans mesurer quelles conséquences ça a sur la société. Ils n'ont qu'une vision clientéliste, électoraliste, et d'ailleurs inefficace. Parce que tout ce qu'ils ont fait ne leur a pas rapporté un point supplémentaire dans les sondages, ne leur a pas apporté un adhérent supplémentaire. Bon, il faudra donc revoir tout ça le jour où nous arriverons au pouvoir. Mais pour arriver au pouvoir, nous avons quelques échéances électorales. Les municipales, comme je vous le disais, fondamentales. L'implantation locale, la proximité, faire parler de nous. Et je le dis aux futurs conseillers municipaux, on ferait beaucoup plus parler de vous en étant conseillers municipaux qu'en étant conseillers régionaux. Hein. Ce conseil régional dans la presse 3 lignes, le conseil municipal des pages entières. Donc pour peu que vous fassiez votre travail. Tout ça, ça diffuse nos idées. Plus il y aura d'élus, plus il y aura de relais de nos idées. Plus il y aura une visibilité à notre mouvement. Plus on pourra briser l'image qui est donnée de nous par les médias. C'est-à-dire une image toujours dépréciée. Hein. Nous sommes tous des frombats, nous sommes tous des crétins, renfermés, repliés sur nous-mêmes, à moitié xénophobes, quand c'est pas un petit peu fasciste. Bon. Eh bien, nos conseillers municipaux, nos têtes de liste, sont autant de représentations de ce qu'est le Front National, j'ai envie de dire, enfin, ce que disait un autre que je ne citerai pas, je ne voudrais pas recréer le débat, mais le métro à 6 h du soir. Ouais, c'est ça le Front National. C'est-à-dire c'est la France. C'est la France dans toute sa diversité. C'est la France avec des gens de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les âges, de tous les parcours. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs de tout l'arc politique. Il y a des gens qui viennent du PC, du PS, du MoDem, de l'UMP, de l'ensemble des mouvements. Car ils ont fait la démarche et il faut les accueillir à bras ouverts. C'est ça notre obligation de rassemblement des patriotes. C'est accepter les patriotes d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, à partir du moment où ils ont la volonté sincère d'arracher notre pays à la situation dans laquelle elle est. Et puis après, ces élections municipales, il y aura, excusez-moi, je saute 2 échéances, parce qu'il y aura des élections régionales dont je voudrais vous parler. Car là aussi, je peux vous annoncer, sans faire preuve d'un excès d'optimisme, que nous assisterons l'année prochaine, car c'est l'année prochaine, au grand retour du Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Et j'espère bien plus nombreux que nous l'étions lorsque j'avais la chance de s'accumule. Le travail s'accumule. Le travail que vous aurez tous fait les uns et les autres pendant ces élections municipales, il s'additionnera au travail que nous allons faire aux européennes. Il s'additionnera au travail que nous ferons lors de la prochaine campagne régionale. Et c'est l'addition de ce travail qui fait qu'aujourd'hui, une étude très ancienne, puisqu'elle a été faite tous les ans depuis 1984, révélée par Le Monde, démontre que 35% des Français se sentent aujourd'hui adhérés aux idées du Front National. 35%. Comme je disais aux journalistes, j'en ai vu quelques-uns bénir. Si 35%, 1 sur 3, vous allez dans la rue, faites 1, 2, un Front National. 1, 2, ah, c'est comme ça. On les a interpellés, comme on dit. 35%, il faut arriver à 50%. Voilà, c'est simple que ça. Hein, voilà. Il nous reste quelques années avec un ennemi qui est le temps. Hein, tic-tac, 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 parce que pendant ce temps-là, notre pays se délite. Hein, tout de même. Notre identité s'efface, notre culture, notre civilisation. Je crois qu'on peut le dire, est attaquée de toutes parts. La structure de
structure politique de notre pays est attaquée avec cette idée de landerisation de la France, ces communautés de communes qui déracinent, hein, qui arrachent à nos communes auxquelles nous sommes si attachés, cette volonté d'effacer les départements au bénéfice des régions, ces entités qui sont purement administratives, qui bien souvent ne correspondent pas à un sentiment d'identité. Nos industries sont en train de perdre leur savoir-faire, de fermer, nos travailleurs de rester sur le bord du chemin. Donc nous avons une obligation à l'urgence, il y a une urgence, je vais dire. Nous avons une obligation de faire mieux et plus vite encore. Alors j'ai sauté volontairement les élections européennes, même si je crois, comme je l'ai dit aux journalistes, qu'il y a évidemment un rapport direct, et vous le savez bien, entre les élections européennes et les élections municipales. Parce que les élections de la municipalité, c'est celle qui ramasse les pots cassés, quoi. Quand l'Union européenne a tout cassé sur son passage, la municipalité, on lui demande d'aller loger les Roms en urgence, devant d'ailleurs les habitants qui attendent effectivement pendant 5 ans ou 10 ans de pouvoir accéder à un logement social. Quand les gens sont au chômage, on demande à la municipalité de bien vouloir leur venir en soutien, etc., etc. Donc il y a évidemment un lien direct. Je suis heureuse de voir et de vous présenter aujourd'hui Aymeric Chauffrat, qui sera votre un des plus brillants de sa génération et qui travaille avec nous déjà depuis un certain temps et qui nous a rejoints aujourd'hui officiellement, contribuant ainsi à démontrer que, contrairement à l'image dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons au Front National énormément de femmes et d'hommes de talent et de surcroît de courage, puisqu'ils publiquement se présentent à des élections, comme le font d'ailleurs nos têtes de liste aux élections municipales. Ces élections européennes, nous pouvons arriver en tête. Là encore, je ne fais pas preuve d'excès d'optimisme. La preuve, c'est que 2 études nous ont donné comme arrivant en tête. Ça veut dire qu'on peut le faire. Je ne dis pas que c'est fait. Je dis qu'on peut le faire. Mais ça va être un choc politique que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez pas. Parce que c'est toute la construction européenne depuis 30 ans qui va être remise en cause avec une élection. C'est le roi sera nu, l'UMPS sera nu et nous serons le petit garçon qui dit mais non, non, les atours ne sont pas si beaux et les joyaux, il n'y a rien, le roi est nu. Et c'est vrai, parce que c'est cela l'enjeu. L'enjeu, c'est de démontrer l'échec d'une utopie, d'une construction supranationale et totalitaire qu'ils ont contribué à penser, à construire et bien souvent à imposer au peuple français. Et j'en veux pour preuve, permettez-moi tout de même, le référendum de 2005 où les Français ont dit non et où les élus du Sénat et de l'Assemblée nationale ont commis une véritable forfaiture en imposant cette constitution contre la volonté des Français. C'était du côté des Français qu'il y avait la force du bon sens. Cette force du bon sens qui sera sur nos affiches et nos professions de foi des municipales. Car aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils viennent nous expliquer de plateau en plateau? Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas, alors on va en faire plus. Parce qu'il faut que ça marche. C'est exactement la même chose que ce qu'ils disaient pour le communisme. Ça ne marche pas si on n'a pas assez. Et puis il y en avait quand ça marchait. Et ça aussi, nous étions bien souvent les seuls à le dire. Bon. Eh bien, c'est la même chose en matière d'Union européenne. Ils nous expliquent que ça ne marche pas, qu'il en faut plus. À chaque fois qu'ils en font plus, à chaque fois, ça marche encore moins bien. Alors, sommes-nous seuls à penser cela? Non. Nous sommes des millions de Français à penser cela. Mais nous sommes surtout des millions d'Européens à penser cela. Car nous croyons en l'Europe. Et nous pensons que l'Union européenne est le plus mauvais cadeau qui pouvait être fait aux nations européennes. Aux nations libres et souveraines telles que nous les envisageons. Et telles que nous voulons demain qu'elles construisent une Europe des coopérations, une Europe des libertés, une Europe où chaque nation et chaque peuple puissent conserver leur propre souveraineté sur leur territoire. Et c'est ce que vient de nous rappeler nos amis suisses, avec le sens
est imposée par l'Union européenne. Nous voulons décider qui vient chez nous et nous voulons décider à qui nous donnons l'autorisation d'y travailler. Voilà ce que je vous dis. Premièrement, ça tombe bien, c'est la même chose que je vous réclame. Ils ont dit, nous voulons appliquer et inscrire dans notre constitution la priorité nationale. Tiens, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire, contrairement à l'image qui en est donnée d'ailleurs, qu'à compétence égale entre un Français et un étranger, eh bien, il faut que le Français ait une priorité d'accès à l'emploi. Voilà, c'est ça la priorité nationale. Dans l'étude du Monde, les journalistes m'ont dit, mais vous voyez, l'euro et la priorité nationale, ce sont les deux sujets où les Français ne sont pas majoritairement d'accord avec vous. Moi je dis, tiens, comme par hasard. C'est drôle parce que la priorité nationale, c'est l'une des mesures les plus caricaturées par la classe politique ou médiatique. C'est-à-dire que vous présentez ça en disant, à compétence égale, entre un Français et un immigré. Mais il y a des Français qui sont immigrés. Il y a des Français qui sont d'origine étrangère. Et par conséquent, et nous avons d'ailleurs un candidat qui en est un représentant, bon, par conséquent, un Français d'origine étrangère est un Français, et donc évidemment, il doit bénéficier de la priorité nationale. Donc la manière dont il pose la question est déjà une manière qui est biaisée, qui est erronée, qui est fautive, quand ils ne vont pas avec la mauvaise foi qui les caractérise, comme c'est le cas de M. Dominique Régnier, présenté sur tous les plateaux comme un politologue. Un politologue, un sociologue. Avant d'être politologue et sociologue, il est surtout le président de la fondation de l'UMP. Alors dis-moi d'où tu parles, quoi, quand même, hein. Et à ce moment-là, je comprendrai pourquoi tu ne dis pas la vérité. Alors lui, il avait vu une préférence raciale, lui. Enfin, lui, il avait vu la préférence aux blancs. Tous les monsieur est politologue, sociologue, on a beaucoup de journaux et de télévision. Pour vous dire quand même, soit le niveau d'incompétence, soit le niveau de mauvaise foi. Des gens qui sont présentés comme des sachants, comme des experts. Bon, moi je suis convaincu qu'il y a une pédagogie à faire à l'égard des Français pour leur expliquer ce qu'est vraiment la priorité nationale. Et comme c'est une mesure de bon sens, je suis convaincu que comme pour toutes les autres mesures du Front National, ils seront également majoritairement d'accord avec nous. De la même manière, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité pendant ces élections européennes d'en faire un sujet de débat central. L'euro. On me dit, les Français ne sont pas d'accord. Bah, écoutez, vous êtes en train de leur promettre d'en faire. Il n'y a pas de débat sur l'euro. Il y a des anathèmes. D'ailleurs, l'euro n'est pas une monnaie, c'est une religion. Avec des prêtres, un clergé. Si, alors on croit à l'euro, on ne croit pas à l'euro. Hein. C'est comme en Dieu. Si vous ne croyez pas en l'euro, vous êtes blasphème. On ne discute pas avec les blasphèmes. D'ailleurs, religieusement, on ne discute pas. On croit ou on ne croit pas. On ne va pas vous expliquer, on ne va pas vous démontrer par A plus B l'existence d'eux. Bon. Eh bien, c'est pareil avec l'euro. Tout le vocabulaire qui est utilisé démontre qu'ils ont fait de ça une véritable religion. C'est la religion du veau d'or. On nous dit les Français n'ont plus foi en l'Europe. Tiens, c'est foi, référence à la foi et à la plastique. Ils ont dit à la Suisse, la libre circulation est une valeur sacrée de l'Union européenne. Une valeur sacrée. C'est des frontières. On peut les ouvrir ou les fermer. Je ne vois pas ce qu'il y a comme valeur d'abord déjà là-dedans, et sacré encore moins. L'euro, nous avait dit un journaliste, c'est pour l'éternité. Honnêtement, je veux dire, écoutez, avec cette grille de lecture, vous vous apercevrez qu'à chaque fois qu'il parle de l'Europe ou de l'euro, c'est sur le mode quasiment et systématiquement du vocabulaire religieux. C'est très étonnant à voir. Et ça permet, encore une fois, de ne pas débattre. Alors, on a dit aux Français, si on revient à ce qu'on a connu pendant 5000 ans, 5000 ans, eh bien, ce sera la fin du monde. Voilà. L'Apocalypse. Ah oui, puisqu'on est dans le domaine religieux. Ce sera l'Apocalypse. Nous retournerons à l'âge de pierre, nous casserons des cailloux, nous nous éclairerons à la bougie et nous partirons au travail en carriole. Non mais c'est ça qu'on nous explique. D'ailleurs, sans faire même l'effort de la moindre démonstration.
On a vu comme ça des présidents de la République nous dire, si on revient à une monnaie nationale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ils ne savent pas, ils ne les intéressent pas, la dette va doubler ou tripler. Doubler ou tripler, nous disait Sarkozy. Donc c'est 4 000 ou 6 000 milliards. Mais par où vous arrivez à ce chiffre? Personne ne vous le dit. Pour une raison simple, c'est que tout ça c'est du bidon. C'est aussi bidon que quand on vous disait pour la Constitution européenne, si vous votez non, la mer va se transformer en glace et le soleil va s'éteindre et on va commencer une grande période glaciaire. Vous l'avez déjà vécu ça. On vous l'a déjà fait ce coup-là. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul sur ce sujet et vous apercevoir quand même que l'euro, c'est 12 petites années dans la grande histoire du pays France. 12 petites années, une expérience dont nous avons été les cobayes bien malheureux d'ailleurs. Eh bien, quand on ouvre une parenthèse, on la ferme, aussi simplement que ça. Alors on aura l'occasion d'en débattre, on aura l'occasion et nous les forcerons maintenant à venir chiffre contre chiffre, précisément procédure contre procédure, arrêter l'anathème, arrêter les grandes déclarations de principe, arrêter d'essayer de surfer sur la peur comme ils disent, parce que c'est ça qu'ils font, ils surfent sur la peur, soi-disant de l'inconnu. Je suis désolé, mais moi l'inconnu, c'est qu'est-ce qui va se passer si on garde l'euro, vous voyez? Parce que tout le reste, une monnaie nationale avec une banque nationale, tout ça, moi je connais, moi. Je sais comment ça fonctionne. Je sais très bien comment ça marche. C'est comment est-ce qu'on va continuer à payer des milliards et des dizaines de milliards pour sauver cette monnaie qui est en train de nous tuer? Ça, je ne sais pas en revanche. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Et eux non plus d'ailleurs. Et comment on rembourse la dette? Je ne sais pas non plus comment on le fait avec leur méthode et avec leur monnaie. Donc j'espère que les élections européennes serviront à ouvrir ce débat essentiel. Et croyez-moi que ce débat aura vraiment lieu, comme il a eu lieu pour la Constitution européenne. Alors les 65% de Français qui étaient pour la Constitution européenne quand le débat a commencé, eh bien, qui sont pour l'euro, seront 55% contre quand on arrivera au moment de l'élection. Parce que, encore une fois, les Français ont changé d'avis sur la Constitution européenne, tout simplement parce qu'il a existé un débat sur ce sujet. Et moi, j'attends avec impatience qu'il existe un débat sur l'euro. Mais il y a eu un troisième bénéfice, puisque nous parlons de la Suisse. C'est le comportement de l'Union européenne. L'Union européenne qui se révèle sous son vrai jour. Vous savez, c'est la sorcière de Blanche-Neige. Elle est toute jolie et tout, mais quand elle se regarde dans le miroir, c'est ça l'Union européenne. La première réaction à l'égard du peuple, là, on n'est pas dans une décision d'un gouvernement, hein. On est à l'issue d'un référendum qu'a fait l'Union européenne, immédiatement, chantage et menace. Bah oui, l'Union soviétique européenne, c'est comme ça qu'elle marche, hein. On menace et on fait du chantage. À la Commission européenne la décision d'un peuple souverain. Donc ils ont menacé les Suisses de ne plus commercer avec eux. C'est de la dinguerie. Bah, écoutez, depuis quand a-t-on l'autorisation de commercer uniquement si on ouvre ses frontières à la terre entière? Où ça existe? C'est marqué où ça? Et c'est marqué nulle part. Mais il s'agit à nouveau de faire peur. Et ce résultat du référendum, il est mal tombé, bien sûr, pour nos élites, et pour les élites suisses aussi, car on est dans la même situation en Suisse qu'on est en France. 99,9% des élites suisses étaient contre ce référendum. Et pourtant, plus de la moitié des Suisses étaient pour. Et si c'est exactement la même chose pour la Constitution européenne en 2005, 99,9% des médias, des politiques, des analystes, des sachants, des experts, des ceci, des économistes, et tutu chapeau pointu, ils étaient pour la Constitution. Bah oui, mais il y a 55% du peuple qui était contre. Voilà. Alors retrouver la démocratie, ça va être aussi, croyez-moi, un chemin et même une absolue priorité. Enfin, nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes des millions en France, mais nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes des millions, comme je vous l'ai dit, en Europe. Pas seulement la Suisse, mais l'Autriche, où nos alliés du FPO sont donnés en tête aux élections européennes. Mais les Pays-Bas, où nos alliés du PVV sont donnés en tête aux élections européennes. Mais en Grande-Bretagne, où le UKIP, qui défend comme nous la sortie de ce carcan européen,
et l'arrêt de l'immigration de masse sont donnés en tête aux élections européennes. Vous voyez que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de tous les peuples d'Europe. Et c'est cela aussi que nous allons pouvoir démontrer lors de ces élections européennes pour sauver la France, pour libérer la France, car c'est cela à quoi nous appellerons notre pays. France, libère-toi. C'est ça l'enjeu de ces futures élections européennes. Alors, mes chers amis, c'est dans ce contexte en même temps difficile pour notre pays et en même temps enthousiasmant, parce que lorsque on constate qu'on arrive à convaincre, qu'on arrive à ouvrir les yeux, qu'on arrive à lutter contre tous les mensonges qui sont diffusés au quotidien contre nous et contre nos idées, c'est une grande satisfaction d'accueillir encore une fois des adhérents qui viennent de partout. Des gens qui se tournent vers le Front National avec un espoir que vous n'imaginez pas et que nous allons devoir porter, car c'est une responsabilité sur nos épaules. Nous ne sommes pas là uniquement pour nous réjouir en disant « nous nous réjouissons, nous avons de plus en plus de Français qui croient en nous ». Nous avons aussi de plus en plus de poids sur nos épaules. La responsabilité de cet espoir que les Français portent en nous et que nous n'allons pas devoir bien sûr décevoir. Chacun donc dans notre domaine, chacun donc à notre niveau, dans les futures municipalités, dans les futurs conseillers municipaux pour les conseils municipaux d'opposition, comme députés dans le futur groupe que nous allons constituer à l'Europe, peut-être notre futur sénateur, comme nous aurons peut-être un sénateur au mois de septembre prochain, et puis nos futurs conseils régionaux. Chacun aura cette responsabilité d'être à la hauteur des attentes et de l'espoir des Français. Une fois de plus, je termine mes interventions en vous disant du fond du cœur, du fond des tripes, que je compte sur vous, que je sais pouvoir compter sur vous, et que vous devez être absolument persuadés que vous pouvez en toutes circonstances compter sur moi. Merci. Baba.